Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Oslo en 1867, c'est l'année de la deuxième exposition universelle de Paris. À l'époque et jusqu'en 1925, d'ailleurs, la ville ne s'appelle pas encore Oslo, elle s'appelle Christiania, du nom de son fondateur, Christian IV de Danemark. Et donc c'est à Christiania que se font et se défont les grandes réputations d'auteurs, de romanciers, de dramaturges en Norvège. Il y a un grand écrivain à l'époque, c'est Henrik Ibsen. Il est à peine quadragénaire à l'époque et voilà que paraît son grand drame poétique et philosophique, Peer Gynt, une tragédie ou plutôt une tragicomédie à caractère fantastique et dont il faut bien dire que la portée réelle est philosophique. Ibsen est allé, pour écrire tout ça, il est allé puiser dans l'imaginaire des traditions populaires et des contes de Norvège. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'écrivains de contes à cette époque. On s'inspire notamment des frères Grimm, bien entendu, et les folkloristes dans les années 1840-1850 ont essayé de préserver toute une culture traditionnelle norvégienne qui s'est figée dans des contes, si je puis dire. Eh bien, il va dégivrer tout ça, notre Ibsen. Au cœur de ces légendes se distingue la figure de Peer Gynt. C'est une figure semi-mythique qui mélange réalité et légende, un chasseur et aventurier connu pour ses exploits complètement extravagants, pour ses histoires fabuleuses, pour son caractère un peu vantard, pour ses voyages aux confins du fantastique, des aventures, des fuites répétées, qui rappellent d'ailleurs d'autres grands récits où les personnages et les aventuriers doivent affronter des épreuves tout en échappant à leurs responsabilités, en les retrouvant, en les subsumant. C'est le travail de la vie d'une certaine manière. Ibsen a repris tout ça. Il a créé un drame symbolique qui va contribuer à l'émergence de thèmes modernes en littérature et en philosophie. Il va nous parler d'individualisme dans cette fin d'un 19e siècle où la notion n'est pas encore tout à fait comprise. Il va nous parler des conventions sociales et de leur remise en cause. Et c'est d'ailleurs dans le cas de son drame une remise en cause violente. Il va nous parler de la quête du sens dans la vie et de la quête d'identité également qui est au cœur même des aventures de Peer Gynt. Le texte original d'Henrik Ibsen a été écrit comme une espèce de long poème en vers et en prose. La vérité, c'est que ça n'a pas été pensé à l'origine tout à fait pour une représentation de théâtre classique. C'est l'époque où on lit volontiers le théâtre. Voilà une chose dont on a perdu l'habitude, nous, mais il faut savoir qu'autrefois, les pièces, bien sûr, étaient imprimées et beaucoup de gens ne pouvant aller au théâtre ou ne pouvant se rendre jusqu'à la capitale lisaient tranquillement au coin du feu un théâtre auquel ils étaient habitués. Ils en possédaient les conventions. Bien, c'est exactement dans ce but-là qu'a écrit Ibsen. Et puis, il s'est dit que, en ajoutant une musique de scène, en confiant au compositeur Edvard Grieg une adaptation scénique, on pourrait peut-être franchir l'obstacle, si je puis dire, et passer à l'adaptation scénique. Ça ne va pas se faire tout à fait tout de suite, il va falloir 9 années avant d'y arriver. Et c'est en 1876, exactement le 24 février 1876, que Peer Gynt est présenté au public, présenté bien entendu avec la musique de Grieg. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'était très fréquent à l'époque. Les grands théâtres se devaient d'avoir un orchestre. On accompagnait les pièces par certaines des pièces en tout cas, par une musique de scène. Et c'est ce que va faire Grieg. Il va essayer de s'adapter à l'extraordinaire variété, au caractère fourmillant de cette œuvre dramatique d'Ibsen. Il va multiplier les inventions, créer une musique d'une grande richesse harmonique, richesse orchestrale également. Il fait entendre des instruments qu'on n'a pas l'habitude d'entendre au milieu de l'orchestre. Grieg va créer une partition qui,
très probablement, et pour beaucoup, dans l'immense succès de cette pièce, donc en 1876, parce que c'est un succès tout de suite. C'est un succès qui va d'ailleurs frustrer Grieg, car Grieg voulait aller plus loin, il voulait créer quasiment un opéra. Il s'est amusé à créer, dans ce qui au départ était un drame qui s'en allait un peu dans tous les sens, à créer une continuité et une cohérence. Il en a fait de cette pièce, il a fait de Peer Gynt une sorte de tout harmonieux, de tout dynamique. Il aurait voulu aller encore plus loin. Finalement, la direction du théâtre lui a demandé au contraire de tout segmenter, de faire des petits morceaux, de s'adapter aux différentes évolutions de la mise en scène. Et ce n'est qu'après qu'il va tirer de cette musique de scène deux suites. Vous savez que c'est comme ça qu'on appelle les musiques de scène lorsqu'elles deviennent concertantes, lorsqu'elles sont faites pour le concert. On appelle ça des suites pour orchestre. Eh bien, Grieg va tirer de Peer Gynt deux suites pour orchestre. Vous écoutez Radio Classique. Et si on entrait dans cette histoire, et si on suivait Peer Gynt, qui est une sorte d'aventurier, un solide jeune homme, il a 20 ans, il vit avec sa mère, Hase, dans un village norvégien. Son père est mort à ce moment-là. Son père était un ivrogne qui a causé la ruine de sa famille et sa mère se désespère. Le fils unique n'est pas du tout à la hauteur, lui non plus. Il ne pense qu'à rêver, il est toujours perdu dans ses pensées, se plaint la mère, au lieu de s'occuper de la propriété qui tombe en ruine, enfin. Et voilà que, sous prétexte de partir à la chasse, on va voir Pierre, si vous voulez, s'absenter pendant des semaines. De retour, il invente pour expliquer son absence toute une histoire. Il dit que le renne qu'il était en train de chasser l'aurait enlevé entre ses bois et emporté. On eût dit que nous galopions vers le soleil, dit-il. Au-dessous de nous, dans l'abîme, des aigles aux ailes brunes semblaient voler en arrière comme des fœtus emportés par le vent. Vous voyez la puissance onirique et la force d'imaginaire de ce texte d'Ibsen. Et la mère rappelle son fils aux réalités terrestres, seulement père est persuadé qu'il est destiné, lui, à des choses plus grandes. Mais non, petite mère, méchante petite mère, dit-il. Oh, gentille petite mère, tu mérites 1000 fois mieux que cela. Tout le monde dans la commune s'inclinera devant toi. J'ai fait quelques très grandes actions et un jour, je serai roi. Je serai empereur. En attendant, père a quand même manqué une occasion de beau mariage. Beau que cela ne tienne, il va quand même se rendre à la noce de sa promise. Il n'est pas du tout rancunier. Il a fallu pour ça qu'il neutralise sa mère qui s'y opposait. Je ne peux pas tout vous raconter, mais c'est extravagant. Père fait donc une irruption à la noce et il essaie d'amadouer les villageois parce que la vérité, c'est qu'on ne le considère pas du tout. On le méprise en bien digne fils du père qu'il est. Il raconte qu'il a su maîtriser le diable en l'enfermant dans une noisette. Oh, ça c'est une vantardise qui a surtout le don d'énerver tout le monde, sauf une jeune fille qui écoute un peu à l'écart et qui est éblouie, elle, par cette capacité à mettre le monde dans des coques de noix. Elle s'appelle Solveig. « Danse avec moi, Solveig, je suis rude comme un cerf à l'approche des beaux jours, lui dit père. » En fin de compte, c'est la mariée Ingrid qu'il finira par enlever en l'emportant sur son dos comme un bouquetin dans la montagne. Et on est déjà à l'acte 2, chez les trolls. Bientôt chez les trolls, en tout cas, père a fui dans les montagnes. Il s'est lassé d'Ingrid, qu'il a renvoyé chez elle, et il ne pense de toute façon qu'à Solveig. C'est elle, l'amour de sa vie, c'est elle qui est en quelque sorte le carburant de toutes ces histoires qu'il s'invente à lui-même et dont il vit une partie dans les montagnes. Il rencontre une femme en verre, aussi vraie que je m'appelle père, aussi vraie que tu es belle. Veux-tu être à moi, lui dit-il. Tu verras comme je suis gentil et délicat. Et il dit qu'il est fils de roi, et elle-même lui dit qu'elle est la fille du roi des trolls, là-bas, sous la montagne. Comme lui, elle vit dans un univers de fantasmes et d'illusions, et elle va l'entraîner dans le palais de son père. Il se retrouve devant le roi et son assemblée de trolls, et le roi lui propose la main de sa fille, à condition qu'il s'intègre à la communauté et qu'il adopte la philosophie des trolls. « Sois à toi-même suffisant », lui intime le roi des trolls.
Les trolls, c'est un peu la version grotesque et déformée de la société, disons-le. Ça permet à Ibsen de nous montrer des gens enfermés dans leurs désirs égoïstes, dans leur vulgarité, qui vivent sans ambition, sans morale supérieure, qui sont dans une routine desséchante. C'est la société qu'il décrit et qu'il condamne au passage. Alors on va lui attacher une queue, il doit apprendre à voir avec des yeux de troll, et il est confronté à une décision, devenir un troll définitivement, ou bien rester humain, mais alors là il faudra qu'il continue son voyage, qu'il continue cette quête sans fin. Il n'y a pas de retour possible. Et une fois de plus, que va faire Peer Gynt? Vous avez bien compris qu'il est le roi de la fuite. Une fois de plus, il s'enfuit à toutes jambes, et après bien des péripéties que je n'ai pas le temps de vous raconter, il finira par se retrouver devant la petite sœur de Solveig, et il lui donne, pour Solveig, un bouton d'argent qu'il a fondu lui-même. « Demande-lui seulement de ne pas m'oublier, dit-il, et ce bouton, ça symbolise l'identité, la singularité de Peer. Solveig va devenir la gardienne de tout ce qu'il aurait pu, de tout ce qu'il pourrait encore devenir, malgré toutes ses errances, ses fautes, ses fuites. C'est en quelque sorte ce bouton la clé de la rédemption, si vous voulez. Et Peer va rester encore dans la montagne. C'est à ce moment-là que Solveig lui apparaît. Elle a tout abandonné et c'est elle qui est venue à lui. C'est elle qui est venue un peu comme un appel du destin. Entendez bien ce mot de destin qui est au cœur, en quelque sorte, du drame de Peer Gynt. Chaque fois que je demandais mon chemin et qu'on voulait savoir où j'allais, je répondais « je vais chez moi ». Elle apporte avec elle une promesse d'amour inconditionnel. Peer est ému, il n'ose même pas la toucher. Et c'est à ce moment-là qu'à réapparaît la femme en verre qui tient par la main une espèce de nain difforme et elle lui dit « Mais ça, c'est ton fils !» Fils qui symbolise en quelque sorte les conséquences d'une vie d'irresponsabilité. Peer ne veut rien assumer, sûrement pas ce fils. Il se sent indigne de Solveig, il n'a pas le courage de faire ce qu'il faudrait pour la mériter, pour suivre ce chemin-là, dit-il. Il me faudrait peut-être des années, ce ne serait pas une vie. Il y a des choses qui ne se raccommodent pas. Et il s'en va, et là Solveig pourrait être découragée, pas du tout. J'attendrai, dit-elle, et elle est là qui reste debout sur le seuil. Peer va rejoindre sa mère, qui était restée seule dans cette maison en capilotade, dépouillée de tous ses biens par des villageois qui avaient reporté contre elle la haine qu'ils éprouvaient à l'égard du fugitif Peer. Et c'est lui qui va accompagner sa mère dans la mort. Il va lui raconter de nouveaux contes. « Pour moi, j'ai inventé tant de bobards, que diable en chair, dit-il. Mais vous allez la respecter et l'honorer et la traiter comme il sied, dit-il en parlant de sa mère. De ces contrées, il ne viendra personne de mieux par les temps qui courent. Arrêtez de prendre vos airs de matamor. La mère, Az, entrera gratuitement. » Et là, il y a une espèce de rire extraordinaire de Peer Gynt. « Parle, mère, dit-il, c'est moi ton garçon. » Sauf qu'elle ne répond pas, bien sûr. « Ah bon, dit-il, et là il comprend qu'elle est morte. Tu peux te reposer, Grane, dit-il à sa monture, à son trotteur, parce que le voyage est bien terminé maintenant. » Et c'est lui qui va fermer les yeux de sa mère. Il se penche sur elle et lui dit « Merci de tous ces jours, les coups et les berceuses. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce qu'il y a de fantastique au sens propre dans cette œuvre, c'est qu'elle traduit d'abord une très grande connaissance de la vie et de la nature humaine. Pour se lancer dans une épopée comme celle-là, il faut avoir une très grande maîtrise, il faut avoir beaucoup vécu, il faut avoir, vous savez, on a presque envie de reprendre les mots de Rilke, il faut avoir oublié et réappris. C'est extraordinaire l'ambition d'un texte comme celui-là qui nous présente à l'acte 4, donc après le grand entracte, qui nous présente, à l'époque il y avait des petits entractes pour changer les décors, bien sûr, et pour permettre aussi peut-être aux musiciens de souffler, puisque vous avez bien compris que la musique de scène était partie prenante du spectacle. Il y a un saut dans le temps et on voit
Peer Gynt qui maintenant a une 50aine d'années, qui est sur un grand bateau à vapeur. Vous voyez qu'on change complètement d'état d'esprit. Il est dans un pays oriental, exotique. En fait, on le retrouve sur la côte sud-ouest du Maroc, où il est en train d'épater ses connaissances par ses aventures, par ses inventions, par ses mensonges. Finalement, il va se faire voler son bateau quand même. « Je bâtirai Péropolis, ma capitale, dit-il. Un souffle de liberté traverse tous les peuples. Comme l'âne dans l'arche, je pousserai un braiement qui retentira dans le monde entier. » Fantaisie, imagination pure. On pourrait parler d'ailleurs, plutôt que de fantaisie, de fantasia, pour évoquer la capacité créatrice d'un auteur que rien n'arrête en quelque sorte, et qui épouse ses rêves pour leur donner consistance. Et dans le dernier acte 5, je vais un peu vite, il y a beaucoup d'aventures qu'il faudrait vous raconter, Peer Gynt revient au pays et cette fois il est devenu un vieillard. Et il va assister à une vente aux enchères symbolique où l'on va vendre quoi ? On va vendre ses rêves et ses aspirations de jeunesse. C'est assez extraordinaire de voir des émotions réifiées qui viennent tournoyer sur la scène, si je puis dire. Et apparaît au coin d'une route un homme qui porte une boîte à outils, une grande cuillère à fondre. En fait, c'est lui qui décide du destin des hommes. Et c'est ça peut-être le grand sujet de Peer Gynt. Au-delà de la vie, de ses rêves, de ses apprentissages et de ses désespoirs, c'est le destin. C'est la capacité à forger une destinée. Peer Gynt retrouvera Solveig. Il retourne vers elle, qu'il l'attend toujours dans sa petite maison, là. Hein. Elle pourra témoigner du fait qu'il a été une vraie... j'allais dire un aventurier, c'est pire que ça, une sorte de salaud qui mérite l'enfer. Et quand il l'entend chanter, il tombe à genoux. Écoute, peux-tu me dire où a été Peer Gynt depuis que tu ne l'as vu ? C'est lui qui pose la question, il parle de lui à la troisième personne. Où étais-je moi-même dans ma plénitude et dans ma vérité ? Où étais-je tel que je fus marqué du sceau divin ? Et là, Solveig lui répond, dans ma foi, dans mon espérance, dans mon amour. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment, beaucoup d'Ibsen dans Peer Gynt. Lui-même avait été séparé de sa famille. Il avait rejeté le rigorisme d'une religion protestante qu'il n'arrivait plus à pratiquer telle qu'elle l'était en Norvège, religion dans laquelle sa mère s'était réfugiée. D'ailleurs, dans les rapports entre père et sa mère, il y a beaucoup de ceux qui ont pu exister entre la mère d'Ibsen et lui-même. Je ne sais pas si vous voyez, si vous faites une idée de ce à quoi ressemblait Ibsen, cette espèce de personnage avec un gigantesque front auréolé d'une sorte d'auréole de cheveux, et puis cette espèce de ses favoris, cette barbe. C'est une sorte de sage. Or, encore une fois, à l'époque où il produit cette œuvre protéiforme, cette œuvre inclassable, il n'a jamais que la quarantaine. Œuvre qui, sans doute, n'aurait pas eu l'immense succès qui fut le sien sans le secours et le soutien de la musique de scène d'Edvard Grieg, bien sûr. Après avoir vécu à la limite de la pauvreté, Ibsen était devenu directeur de théâtre, et pas n'importe quel théâtre, le grand théâtre de Christiania, sauf qu'il ne s'est pas bien occupé de cette entreprise. On a vu fondre les recettes, on a vu s'accumuler les dettes, et lui s'est mis à boire. On a fini par le démettre de ses fonctions, et à ce moment-là, il a entamé un voyage qui l'a entraîné à Copenhague, et puis de Copenhague, il a fait un certain nombre de capitales européennes jusqu'à Rome. Et c'est là qu'il commence, Peer Gynt, dans une errance qui va durer très longtemps, qui finira par le ramener en Norvège. Parcours chaotique s'il en fut, parcours initiatique surtout. J'ai parlé de destin et de destinée, parlons peut-être d'initiation, parce que Peer Gynt, c'est ça d'abord et c'est ça avant tout, c'est la matérialisation d'un chemin. Vous écoutez Radio Classique.